lorsque la minorité ne veut pas se soumettre, il faut passer par les moyens qu'il faut utiliser pour la soumettre. C'est ainsi que nous avons frappé dur et ça a payé. Tous avaient eu peur, finalement. Ils ont eu peur parce que le RDA s'est levé avec force et il a frappé avec force. Alors, finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et le parti était devenu très fort parce que tous ont cherché l'adhésion du parti. Ils venaient, malgré eux, parfois nous surprendre et se mettre à notre disposition au niveau des bureaux des comités, des villages, des comités des quartiers, des comités des cantons. Ils venaient demander pardon et faire amende honorable et prêter serment comme quoi ils ne se livreraient plus à des provocations. Alors, on acceptait ce pardon et avant de laisser sortir, on leur rasait la tête. À chacun, on leur rasait proprement la tête et on les libérait. C'est ainsi que, finalement, le pays a retrouvé le calme. Une fois le message passé, en 1955, il est élu sans aucune contestation maire de Conakry. Un an plus tard, le 19 janvier 1956, pour sa troisième candidature, il est élu député au sein de l'Assemblée constituante française. Il peut désormais parler et se faire entendre en France. Il profite alors de cette position pour lancer des critiques pointues au pouvoir colonial. Quelques mois plus tard, le PDG de Sékou Touré rafle 57 sièges sur 60 lors des élections pour l'Assemblée territoriale. On est toujours en 1956. L'Algérie vient de déclarer la guerre d'indépendance. Omniobé décide de prendre les armes contre les colons français au Cameroun. La Tunisie vient d'accéder à l'indépendance, le Maroc aussi. Face à tous ces mouvements, Gaston Defferre propose de responsabiliser sous surveillance les élites africaines en leur confiant la gestion interne de leur localité, afin de les distraire avec un petit pouvoir et qu'ils ne se retrouvent pas à demander tous simultanément l'indépendance de leur pays respectifs. Sa proposition est étudiée et acceptée. Cette proposition de loi est donc votée sous le nom de la loi Cadre de Fer qui, selon les Français, offre une autonomie interne aux colonies. En Guinée, Sékou Touré profite de cette autonomie interne. Il place des espions dans toutes les structures administratives. Il copie tout le mode de fonctionnement des institutions. Il se rapproche du peuple. Il trouve des budgets et envoie des jeunes Guinéens brillants aller se former à l'étranger. Il fait complètement de l'ombre à l'administration coloniale encore présente dans le pays et il se hisse comme la seule autorité du pays. Mais très vite, il fait face à une réalité qui va lui permettre de comprendre la duplicité de la France. Malgré cette soi-disant autonomie interne, la France reste maîtresse de tous les points stratégiques du pays. Elle gère seule sans rendre compte au gouvernement interne la monnaie, la justice, l'enseignement, la trésorerie, la diplomatie, l'armée et les exploitations des ressources du pays. Sékou Touré comprend à partir de ce moment que peu importe le projet avec lequel la France viendra, la seule route vers la liberté totale est l'indépendance. En 1957, il fonde l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, une association de syndicats de toutes les colonies d'Afrique noire. Par opposition au colonialisme, il refuse que les syndicats financés ou influencés par les colons s'y affilient. À son apogée, environ 90% des syndicats de l'Afrique occidentale française sont membres. L'Union fait la force, ils défendent alors ensemble les conditions des travailleurs. Ils profitent également pour propager le nationalisme et le courage à travers les discours. Et déjà en cette année de 1957, Sékou Touré parle à plusieurs reprises d'unité africaine. L'année d'après, 1958, en France, De Gaulle revient aux affaires. Il prend au sérieux la question africaine et présente son projet de communauté franco-africaine, un ensemble de pays autonomes mais non indépendants. Il propose alors un référendum apparemment simple par lequel voter oui revient à accepter la communauté et voter non revient à prendre l'indépendance. Après des visites triomphales à Madagascar, au Congo et en Côte d'Ivoire, le 25 août 1958, il est à Conakry. Nous savons que l'étape à Conakry va être dure. Nous savons que Sékou Touré va s'affirmer face au général.
Et moi, j'avais de Sékou Touré une opinion assez bonne, et j'étais fasciné par le « enfin De Gaulle va trouver à qui parler ». C'est le général de Gaulle lui-même qui a voulu faire une tournée. Et puis, à ce moment-là, on lui a dit « Ah, mais si vous arrêtez à Abidjan, si vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. » Et le général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry, après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. J'ajoute que, comme gouverneur général, moi j'étais hostile à cette idée-là, et j'ai déconseillé fortement cet arrêt, parce que je sentais les choses qui tournaient à l'aigre. Il est très bien accueilli. Une foule immense est présente. Des chants accompagnent le passage du cortège. Une fois à l'Assemblée territoriale, d'une voix des plus autoritaires, Sékou Touré prononce son discours. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous traiterons la pauvreté dans la liberté, à la richesse dans l'esclavage. De Gaulle, choqué, atteint dans son orgueil, réplique immédiatement.